Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Live Stories. Et aujourd'hui, on va parler d'un élément incontournable de tout événement présentiel, puisqu'on va parler de lieux événementiels. Alors, on a la chance, bien évidemment, d'avoir des scénographes talentueux qui sont capables de transfigurer n'importe quel lieu événementiel classique et neutre, mais on a aussi sur Paris, surtout, des lieux qui ont une âme, un caractère, un décor, et qui vont participer à l'histoire de l'événement. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, de savoir comment trouver le lieu événementiel idéal qui va servir l'histoire de l'événement et comment ce lieu va participer, va devenir partie prenante dans l'expérience de notre participant. Et pour en discuter aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Denis Raymond, qui est directeur de l'événementiel chez Paris Society. Bonjour Denis. Salut Agathe. Alors déjà, je voulais te remercier parce que tu nous accueilles aujourd'hui dans ce lieu Paris Society qui s'appelle le studio Nelcote, qui est un lieu qui a ouvert il y a quelques semaines et qui a lui aussi une histoire et une personnalité. Donc qu'est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Exactement. Plus généralement, de toute façon, dans tous les lieux que l'on crée, on essaie de toute façon systématiquement de raconter une histoire. Là, le point de départ, c'était on cherchait des petits lieux. En fait, ça peut sembler étonnant de dire ça, mais en fait, on fait beaucoup de gros ou de moyens événements. Et en fait, on a aussi beaucoup de clients qui cherchaient des plus petits lieux. Donc ici, on accueille 100, 120 personnes, mais des fois 50, des fois 60. Vu la disposition, on arrive à configurer un peu en fonction de ça. Et la thématique dans laquelle on s'est lancé, c'est une thématique plutôt festive, même très festive, puisqu'on a voulu creuser un certain nombre de points sur l'univers de la musique. Donc on a ici même un studio Blind Test avec notre partenaire Blind Test. On a aussi une cabine karaoké et puis on a plein d'autres astuces pour nous permettre de découvrir l'univers de la musique. Donc on est parti après multiples brainstorms avec nos équipes sur l'univers plus généralement des Stones. Donc c'est un clin d'œil aux Stones, mais c'est pas uniquement évidemment la thématique. L'univers général, c'est plutôt la musique. D'accord. Je trouve que effectivement ce lieu il est assez représentatif de ce que vous voulez porter aujourd'hui chez Paris Society, c'est-à-dire des lieux expérientiels qui ont une histoire à raconter. Comment justement vous réfléchissez à ces nouveaux lieux où vous leur donnez comme ça un style, une typologie ? En fait, à chaque fois, encore une fois, on essaie de raconter une histoire. Maintenant, d'où on part, c'est qu'on part très souvent du lieu, donc l'opportunité de la découverte du lieu. Là, on est rue du Faubourg Saint-Honoré, on a une opportunité de reprendre cet actif. On part souvent de ça, et puis on se dit qu'est-ce qu'on pourrait y faire. Donc, en fonction de la taille, en fonction de la disposition, en fonction de plein de choses. Évidemment, en fonction d'une étude de marché, globalement, de ce que veulent nos clients. On est très proche des clients pour comprendre aussi leurs besoins, et donc très proche de nos équipes qui nous remontent les besoins, et puis on essaye de converger vers quelque chose qui semble plaire surtout à notre clientèle, mais en général aussi à nous, parce que je me dis assez régulièrement que quand ça plaît à nos équipes, après plus facilement ils vont bien en parler forcément, et donc du coup c'est le point de départ en général d'une entreprise qui connaît le succès et qui permet de sortir le lieu et de démarrer ce genre d'aventure. L'objectif c'est qu'effectivement ce lieu va venir prendre part à l'événement, va venir contribuer à l'histoire. Je crois qu'il y a d'autres lieux que vous avez refait récemment, comme le 8 de Valois, c'est ça ? Ouais, le 8 de Valois, c'est un autre exemple. On avait repris ce lieu-là. On avait commencé, juste avant le Covid, à le positionner comme un lieu de séminaire et on a profité, avec quelques guillemets bien sûr, de cette parenthèse du Covid pour repenser totalement l'expérience de notre lieu. Donc aujourd'hui, le 8 de Valois va réouvrir là dans quelques semaines sous un autre concept, un concept cette fois-ci basé sur le séminaire, donc pas du tout sur l'univers de la fête. On ne fait pas que des lieux de fête, on fait aussi des lieux de séminaire. C'est d'ailleurs à peu près 50% de notre marché. On est assez connu comme étant des organisateurs de fêtes, forcément, vu nos origines et vu la genèse de la création de cette boîte. Mais on fait aussi, évidemment, d'autres types d'événements. Et donc, le 8 de Valois, il est destiné uniquement à une activité de séminaire. D'accord. Donc, pas de fête. Mais cette fois-ci, on a créé un lieu, pas pour faire du séminaire autour de murs blancs avec des chaises et des écrans et un accompagnement technique. On a écrit une histoire du début à la fin de tous les points de contact du client dès l'entrée pour l'emmener dans un univers plus global autour du team building plus généralement, mais de façon à ce qu'il passe une journée chez nous dans un univers qu'on a vraiment travaillé avec toutes nos équipes. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un fil rouge que l'organisateur va pouvoir utiliser pour nourrir un peu l'expérience de ses participants. Et je crois que vous avez aussi été encore plus loin récemment sur ce côté lieu, fête et expérientiel, puisque vous avez en fin d'année lancé un concept spécifique
Tu peux nous en parler? Ouais, exactement. Alors, plus généralement, on monte des lieux et puis on y crée cette histoire, mais on a aussi une façon de réfléchir la dynamisation de nos lieux, c'est que de temps en temps, évidemment, pour des raisons de marché, des raisons d'organisation, certains de nos lieux vivent des ralentissements. Des lieux d'été ont plus de difficultés l'hiver, des lieux d'hiver ont plus de difficultés l'été. Jusque-là, c'est assez simple, mais la question qu'on se pose surtout, c'est comment les dynamiser et pas les laisser de côté en attendant que la saison revienne. Donc, on s'est posé la question sur beaucoup de nos lieux. Ça faisait un moment que l'on montait des chalets d'hiver pour certains de nos lieux, des guinguettes ou beaucoup de concepts un petit peu comme ça dans certains de nos lieux pour dynamiser par période avec un contenu marketing, une étude F&B et tout un concept que l'on montait pour essayer d'accompagner, de faire le maximum de clients sur ces périodes-là. Mais là, cette fois-ci, on a voulu aller beaucoup plus loin. Une fois de plus, je dis ça régulièrement, mais une fois de plus, on a eu un peu plus le temps. Parce qu'il faut du temps quand même pour faire ce genre de choses. Donc, c'est une denrée rare, le temps. Ouais, mais le Covid a eu énormément d'inconvénients. On est sorti de cette partie, de cette période-là, évidemment, avec beaucoup de cicatrices. Mais ça nous a permis de repenser notre organisation plus globalement, mais aussi de penser à ce type de concept. Donc là, on a choisi le pavillon des étangs, qui est un de nos flagships dans le Bois de Boulogne, qui est un lieu qui déjà de base accueillait 120 événements à l'année, avec une grosse activité l'été, forcément, comme beaucoup de nos lieux du Bois de Boulogne. L'hiver qui fonctionnait, mais qui, selon moi, je pensais qu'en le dopant un petit peu, on allait pouvoir essayer de doper ses ventes, essayer évidemment de le repositionner et de le rendre plus attractif sur l'hiver. Donc on est parti sur ce concept Ose. Le concept Ose, cette fois-ci on était beaucoup plus loin dans tous les points de contact. Donc du début à la fin, on a voulu emmener le client dans toute une expérience pour aller beaucoup plus loin qu'un cocktail dînatoire ou une fête que l'on fait très globalement sur toutes les Christmas parties sur cette partie-là. On a voulu l'accompagner beaucoup plus loin. Donc on a repensé avec nos partenaires traiteurs toute la partie F&B. D'accord. On a essayé de repenser complètement les choses, donc plus de buffet, plus de passage au plateau. On a repensé la façon aussi de servir les clients, de faire la fête aussi. Donc on a multiplié certains happenings pendant la soirée. Il y a eu beaucoup plus d'animations qui avaient été prévues et on a repensé toute la scénographie du lieu pour transposer et créer un lieu finalement éphémère à l'intérieur de nos lieux pendant quelques mois. Donc l'aventure Ose Winter s'est arrêtée la fin février. On a fait novembre-février. On est très content de cette première édition. Et celle-ci va en amener d'autres, a priori, vu le succès de la première. Et on devrait ouvrir. D'ailleurs, on va ouvrir. C'est plus du conditionnel, parce que c'est officiel depuis quelques jours, effectivement. Ose plus Summer, cette fois-ci, à l'hippodrome d'Auteuil. OK. On a l'hippodrome de Longchamp depuis un certain nombre de temps, mais on a aussi la concession de l'hippodrome d'Auteuil. Et on va ouvrir, là, à partir du mois de mai, une édition Ose Sommaire, cette fois-ci plus en format extérieur, bien entendu, à peu près de mai à septembre. D'accord. Donc, nouveau concept à découvrir prochainement. Exactement. Chez Paris Society. Exactement. Ok. Et l'idée, c'est de rester toujours sur un lieu, une expérience, ou potentiellement, derrière, vous pouvez développer plusieurs oses sur la même période, ou vous restez focus pour le moment sur une expérience? On a aussi envie de bichonner un peu ce projet-là, auquel on tient beaucoup. C'est évidemment un investissement marketing pour notre pôle événementiel, mais c'est aussi une façon d'accompagner les clients vers de la nouveauté. Ce qui est certain, c'est qu'ils recherchent des nouveaux lieux, mais aussi des nouvelles expériences. Donc, pouvoir créer des nouvelles expériences à l'intérieur de lieux qui existent déjà, c'est une autre façon de les emmener, de leur faire découvrir finalement un endroit, soit qu'ils le connaissent déjà, d'ailleurs, c'est déjà arrivé, mais dans lequel ils découvrent une expérience que l'on a montée de toutes pièces, et ça leur fait vivre tout simplement un moment différent et sympa, et c'est ce qu'ils recherchent de toute évidence. C'est quoi du coup les retours que vous avez eus justement de vos clients et des participants sur cette expérience-là? On est très contents des premiers retours, et c'est pour ça que ça nous a aussi donné envie, au moment de la création de la première édition, évidemment l'idée c'était de pouvoir multiplier les éditions, Winter, Summer, on avait écrit tout un plan sur ça, avec évidemment dans un coin de la tête, il fallait que ce soit suspensif, d'une certaine façon à la réalité du concret et de notre investissement financier, parce que c'est des investissements financiers importants. Hein, c'est la possibilité qu'on offre aux clients, c'est de pouvoir, nous on investit beaucoup d'argent pour monter un concept, mais ça permet, sur le nombre de clients que l'on fait, de pouvoir mutualiser des coûts et des investissements. Donc c'est beaucoup plus rentable pour le client de venir découvrir cette expérience sur un one-shot. Mais la chance que l'on a, c'est qu'évidemment sur une soixantaine de dates commercialisables, ça nous permet évidemment de mutualiser notre investissement. Et c'est ça qui devient intéressant, d'utiliser un lieu plutôt que de monter from scratch un événement
avec un investissement qui va gonfler ou être multiplié par 10 si c'est sur un seul événement et si sur le lendemain on doit le démonter. Donc c'est ça aussi notre accroche vis-à-vis des clients, c'est de leur dire qu'on a investi pour eux et grâce à cet investissement-là qu'on va mutualiser sur plusieurs mois, évidemment ça devient intéressant pour le client. Donc c'était, pour revenir à ça, suspensif évidemment au succès de la saison d'hiver, parce qu'on ne s'interdisait pas à le refaire, on s'autorisait à le penser, mais on attendait de voir un peu comment ça se passe, pour être franc. Et devant le succès de ça, on s'est relancé dans cette édition d'été. Maintenant, on a envie de le garder quand même dans un coin. C'est un concept particulier. On a réussi à emmener un certain nombre de clients par le fait de la nouveauté. Mais l'idée, c'est sûrement de faire un winter et une partie plus été, justement. Mais c'est pas forcément de faire plein de lieux et d'y aller de partout, etc. On a aussi, c'est beaucoup de temps pour nos équipes. Ça complète l'offre. Oui, exactement. C'est pour compléter l'offre. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau finalement. Mais on n'est pas dans l'idée de ne pas le dénaturer, aussi d'en ouvrir 10 et de faire que ça. Bien au contraire. La rareté crée aussi l'intérêt du produit. Oui, ça reste l'expérience unique du moment, de la saison qu'il faut faire. Exactement. Et qu'on pourra enchaîner à chaque saison pour découvrir tout ce que vous avez proposé. Alors du coup, Paris Society, c'est bien évidemment un lieu incontournable de tout ce qui est événementiel et surtout lieu parisien. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur qui vous êtes et ce que vous faites ? Le groupe a 20 ans maintenant, donc à la fois ça fait longtemps évidemment qu'on est là sur le marché, il a vécu plusieurs mues. Maintenant Accor a repris la société depuis l'automne dernier, donc va nous donner un autre coup d'accélérateur pour qu'on continue à développer cette boîte tous ensemble. Quelques chiffres, c'est plus de 250 millions de chiffres d'affaires l'année dernière. D'accord. C'est un peu plus de 50 lieux. À chaque fois, je ne sais jamais le nombre de lieux exact. C'est pour ça que je dis ça. Ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Donc, on va dire entre 50 et 60 lieux, avec beaucoup de restaurants, beaucoup de lieux événementiels, beaucoup de clubs aussi. Historiquement, on vient de ce marché-là et on a encore beaucoup de clubs aujourd'hui qui marchent fort. Et de maintenant aussi quelques hôtels qui arrivent avec la Baie des Vaux de Cernay, qui va être le flagship de l'hôtellerie là dans quelques mois. Okay. Mais aussi, on s'est lancé dans cette partie hôtel pendant le Covid. D'accord. Donc c'est ça le nombre de chiffres. Qu'est-ce que j'ai oublié en termes de chiffres 1000 événements, nous, sur la partie événementielle. La partie event, peut-être pour recentrer un petit peu le sujet. La partie event, l'année dernière, c'est 1000 événements. En moyenne, c'était 1500 événements. D'accord. En 19. Et puis 20, 21 sont des années que l'on essaie d'oublier. C'est ça. Petite parenthèse dont on parlera. Parenthèse dont on peut parler, mais on n'a pas tellement de chiffres. Enfin, pas tellement de chiffres. On a des chiffres, bien entendu. Mais bon, évidemment, ça a été à la tronçonneuse en fonction de ce qui s'est passé. Donc à peu près 1000 événements l'année dernière. Et nous, sur la partie événementielle, à peu près 25 lieux. D'accord, voilà. Ok. Et du coup, sur cette partie événementielle qui est plus la tienne, comment tu vois évoluer le secteur et l'offre de lieux ? Vous souhaitez aller vers quoi aujourd'hui dans ce que vous proposez ? On ne veut pas avoir le maximum de lieux non plus pour avoir le maximum de lieux. Même si, en réalité, c'est que nos clients... Ça, c'est quelque chose qui ennuie un peu les gestionnaires de lieux, mais malheureusement, c'est un fait de marché, c'est que tous les clients veulent les mêmes dates. Donc tout le monde veut les mardis, tout le monde veut les jeudis, ça représente 70% d'un calendrier en général dans des lieux événementiels qui tournent. Le mardi et le jeudi, si par miracle on arrivait à les emmener plus le lundi, le mercredi et le vendredi, même si certains le font, ça nous laisserait plus de profondeur sur nos business plans. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'évidemment, plus on a de dates, plus on a de lieux, plus on a de dates, plus on a de possibilités de faire du business. Cependant, avoir plus de lieux peut avoir le risque d'écraser certains ou de s'auto-concurrencer. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais bien entendu, ce qu'il faut, c'est de faire le maximum pour que tous nos lieux marchent fort. Donc, il ne s'agit pas, d'un point de vue macro, de développer du chiffre d'affaires qui viendrait en dessous impacter l'ensemble de nos sociétés d'exploitation. Donc, on est quand même vigilant. Les critères de développement, ils sont simples. C'est l'homogénéité quand même de notre offre en nombre de PAX, parce que on a beaucoup de lieux qui font entre 300 et 800 personnes. Donc, d'avoir ici au Studio Nelcode des petits lieux, c'est pas un gros sujet business pour être très franc, mais c'est aussi pour accompagner des clients qui font 50, 60, 80 packs et qui sont très stratégiques pour nous. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'a fait. On a aussi quelques gros lieux et puis on recherche forcément des opportunités pour aller sur ces jauges-là, parce que les jauges, c'est un vrai critère pour nous, donc en fonction sur la recherche de nos lieux. Et puis après, on essaie de ne pas empiler des lieux qui se ressemblent non plus, parce que chacun de nos lieux, c'est ça qui est particulier chez nous, mais comme on part feuille blanche à chaque fois,
Donc c'est stimulant, c'est passionnant, mais c'est très énergivore forcément. On ne duplique pas un concept Clairement. de lieu dans un certain nombre d'actifs. Quand on repart à zéro, forcément, on ne cherche pas à avoir les mêmes lieux et les lieux qui se ressemblent. Donc, je ne cherche pas à en avoir plus, mais je pense qu'on cherche à en avoir mieux et de continuer à avoir une recherche qualitative sur tous les lieux que l'on met sur le marché ou que l'on remonte globalement. Ok. Et donc, du coup, comme on est entre nous, que personne ne nous écoute, qu'est-ce que tu pourrais nous livrer un peu comme information qui intéresserait les organisateurs d'événements? Parce qu'on veut tous savoir le dernier lieu à la mode, le prochain qui va ouvrir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À quoi on peut s'attendre? On peut s'attendre. Nous, on a beaucoup bossé, on n'a pas freiné, soutenu par notre actionnaire, bien sûr, mais soutenu aussi par une direction qui est plutôt une tendance à appuyer sur l'accélérateur plutôt que de freiner. On s'est plutôt dit, pendant le Covid, continuons à accélérer et continuons à garder nos positions de leader sur ce marché des lieux pour être en force à la reprise du Covid l'année dernière. Donc, on a continué à faire plein de choses. On va ouvrir des lieux cette année. On va continuer à ouvrir des lieux cette année. On vient d'ouvrir le 17 mars, donc il y a quelques jours, Fantôme. C'est un projet sur lequel on est depuis 3-4 ans. Donc ça fait longtemps, ça a pris beaucoup de temps parce que c'est un projet pharaonique, parce qu'on est dans l'Accor Arena. Donc on a monté ça évidemment en partenariat et en collaboration très étroite avec les équipes de Nicolas Dupeux et de l'Accor Arena. Donc on est très fiers d'avoir ouvert ça. Ça a pris un peu plus de temps que ce qu'on pensait, mais c'était pas une mince affaire. Donc c'est un immense club le week-end et une énorme salle événementielle la semaine. Donc c'est un très très gros projet pour nous. Donc là on va dans le sujet des jauges, puisque là on monte sur des capacités plus de 2000-3000 personnes. Donc on va essayer d'emmener aussi certains gros événements de ce type-là. D'accord. Alors ça, c'est le sujet Fantôme, c'est notre grosse actualité du moment, puisqu'on vient juste d'ouvrir. On va réouvrir Bagatelle aussi. Bagatelle, alors c'est un peu plus connu, je pense, effectivement, pour les gens qui nous regardent, mais le projet est reparti feuille blanche. On a reconstruit aussi un projet globalement sur ça. Donc, on sort là de notre période de travaux. Donc, on va réouvrir en avril, fin avril, à peu près ce projet-là. Donc, c'est ouvert à la réservation pour cet été. C'est ouvert à la réservation pour cet été, exactement. Pour le MICE, moi, pour ma partie B2B. Et puis, pour les soirées qui avaient fait le succès de ce lieu, là, à partir de fin avril, ça sera ouvert au public à partir de fin avril. D'accord. Donc, voilà. C'est déjà pas mal. Je sais que tu voudrais que j'en dise plus. On a pas mal de trucs dans les tuyaux. Maintenant, il y a des deals qui sont pas encore faits, mais je vous le dis comme ça. Mais on a beaucoup de très beaux projets qui vont arriver cette année en 2023. Et puis, tu as tous tes lieux d'été qui vont aussi bientôt réouvrir. Les lieux d'été vont réouvrir, ouais. Alors, je peux aussi te parler de ça. C'est qu'on va ouvrir également le village festif dans l'hippodrome de Longchamp. Donc, l'hippodrome de Longchamp, c'est un lieu qui nous est concédé par France Gallo. On a la concession hors jour de course, mais on a aussi la concession d'une brasserie, de toute la partie événementielle dont je m'occupe, mais également d'un village festif que je gère avec mes camarades du pôle festif. Et donc, toute une partie de l'hippodrome va être utilisée pour la création de ce village. C'est un village festif, comme son nom l'indique. Donc, on a travaillé avec nos équipes pour monter tout un contenu autour de ça. Et ça ouvre le 28 avril. Donc, c'est un super projet également. Et l'occasion de découvrir l'hippodrome différemment. C'est aussi ça ce que cherche évidemment à faire France Gallo et ce sur quoi on essaye de les accompagner. Mais ça sera le point de départ de l'ouverture de notre saison printemps-été, le 28 avril. Je crois que c'est la date, 27 ou 28 avril. Je crois que c'est le 28 avril. On va ouvrir en même temps la Clairière, dans le domaine de Longchamp, le 28 avril. On devrait réouvrir Bagatelle autour de cette date-là. Le village festif dont je t'ai parlé à l'hippodrome de Longchamp. Et toutes nos activités de guinguette aussi. Maintenant, on a pris aussi pas mal de positions sur les quais de Seine, avec le flot notamment, le bal de la Marine. Donc ça aussi, ça va ouvrir fin avril. Donc ça, c'est une grosse étape importante pour nous à chaque fois. On espère évidemment que la météo sera avec nous. C'est un vrai facteur de succès. On a beau faire ce qu'on peut, mais évidemment... le soleil est capricieux. Exactement. J'espère qu'il fera beau le week-end et qu'ils nous lanceront tranquilles pour que les week-ends soient propices, parce qu'on est toujours un peu sur ces lieux-là, extrêmement météo-dépendants. C'est que on passe du paradis à l'enfer en quelques heures, parce que c'est génial d'être à l'hippodrome, les pieds dans l'air, mais évidemment, il faut que la météo soit avec nous. Donc on espère que ça nous aidera à faire le dieu de l'événementiel pour lui demander qu'il fasse beau sur nos événements. À faire une bonne saison. C'est toujours comme ça. Exactement. Ça marche. Donc plein de choses qui arrivent pour cet été.
avec des nouveaux lieux et des lieux qui réouvrent. Donc, Exactement. à tous nos auditeurs et les gens qui nous regardent, renseignez-vous sur ce qui va se passer. Autre sujet qui intéresse beaucoup les organisateurs d'événements, c'est la question de la RSE. Alors, comme vous avez plein de lieux événementiels, quel est votre positionnement aujourd'hui? Qu'est-ce que vous mettez en place pour arriver à produire des événements plus responsables dans vos lieux? En réalité, on était très en retard sur ces sujets. Donc, je ne vais pas te raconter le contraire. Je préfère qu'on se dise la vérité. On était très en retard sur ces sujets. On a accéléré sur le développement depuis des années. On a multiplié les lieux. On a avancé comme des hamsters dans la roue. On a développé à fond plein de sujets. Et la réalité, c'est que c'était pas globalement une priorité, ni une culture d'entreprise, pour être très franc, parce qu'il faut évidemment que la culture d'entreprise soit associée. Mais une fois de plus, ça fait plusieurs fois que je répète ça, mais c'est parce que c'est vraiment le cas. Le Covid a été aussi une opportunité, de reposer un peu nos activités, bien sûr, de reposer les gens finalement, parce que je pense qu'on avait aussi usé un peu tout le monde. Nous-mêmes, on était fatigués, je pense, les collaborateurs, les gens qui bossent avec nous. Donc, et évidemment que ça a réveillé un peu les consciences, mais ça nous a permis surtout un peu de ranger la chambre et de se dire, ok, bon, où est-ce qu'on met le curseur un petit peu? Oui. On a envie de devenir un groupe leader en France, en Europe et dans le monde. Donc, donnons-nous les moyens, évidemment, de rentrer sur ces sujets qui sont pas que des sujets de business, qui sont des sujets de business aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est dans la bouche de tous nos accords cadres, de tous nos acheteurs, de tous les grosses boîtes d'événementiel, évidemment. C'est un sujet incontournable, et heureusement. Mais on a monté une équipe en interne pendant le Covid. Donc, on a 2 personnes temps plein qui s'occupent de ce sujet. On est en cours de certification, donc on devrait être certifié là avant l'été. ISO 20121, c'est ISO ça. 121, exactement. Donc, on le saura normalement à fin juin. Donc là, on est en train de passer toutes les étapes. Donc, c'est le point de départ après. Ça a été assez facile. Pour être franc, on s'est posé la question, mais parce que, comme je te le disais, culturellement, on part d'assez loin. Mais ça a été franchement facile, et même plus facile qu'on ne le pensait, d'embarquer nos collaborateurs dans ce sujet, parce qu'il y a un immense sujet, évidemment, d'onboarding pour tes people, et plus globalement, pour tous ceux qui vont être confrontés directement à tous ces sujets. Parce qu'en fait, une fois de plus, eux-mêmes ont été très touchés par ces sujets-là, et donc c'était assez simple de les emmener vers ces enjeux. Donc on a embarqué les collaborateurs, on est en cours de certification pour répondre à ta question. On commence à être de plus en plus attentif à tous ces sujets, et on va être très vigilant dans les mois à venir pour vraiment que ce soit au cœur de notre stratégie plus globalement. Oui, que ça commence derrière aussi à se décliner au niveau des lieux et que tout ça soit. Donc, on a des lieux qui sont prioritaires sur lesquels on va mettre on met déjà des actions en place, de la signalétique, des formations auprès de nos équipes, de la vigilance auprès de nos partenaires aussi, parce que il y a la conscience de nos lieux, mais il y a aussi nos clients. En fait, je dis partenaires, mais c'est aussi nos clients. Il y a plein d'exemples aussi, on a plein de discussions avec eux sur la sensibilisation sur ces sujets-là, parce que le client a aussi un rôle important, évidemment, dans cette organisation, avec les partenaires techniques, les partenaires F&B avec lesquels on bosse. Donc, on est aussi encore plus vigilant sur le choix des prestataires qui travaillent avec nous et qui sont associés à l'intérieur de nos lieux. Donc ça, on est très vigilant. Mais j'ai tendance à dire que ça y est, les choses sont enclenchées. Oui. Je te le disais, on s'y est pris tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais, paraît-il. Donc, on a avancé ce sujet. Maintenant, il est clairement au cœur de notre stratégie. Donc, on va aller à fond sur ce sujet parce qu'il nous touche, parce qu'il touche nos clients et parce que c'est devenu maintenant une nécessité absolue. Donc, c'est pas que le tri des déchets et faire attention à l'électricité. C'est d'aller beaucoup plus loin que ça. Et tout est mis en œuvre, en tout cas, pour que dans les mois à venir, on arrive à mettre ce coup de volant nécessaire pour que les consciences soient prises au sein de nos collaborateurs. Mais pour te donner un exemple, nous, ça fait longtemps qu'on équipe des lieux. Oui. Donc, je t'ai parlé du contenu, l'histoire qu'on aime bien raconter à l'intérieur de nos lieux, mais on a aussi des traiteurs résidents. On a aussi des partenaires techniques avec qui on travaille la scéno et la technique de nos lieux. Ça, c'est des sujets business, mais c'est pas que ça. C'est des sujets business, évidemment, pour apporter un contenu le plus fort et le meilleur rapport qualité-prix pour nos clients qui, après, achètent des prestations chez nous. Mais c'est aussi une réflexion que l'on avait d'ailleurs entamée avant le Covid, qui, de temps en temps, je le sais, plaît pas forcément à tous les organisateurs d'événements, j'en ai conscience, j'ai beaucoup de débats avec eux, mais CF RSE, mais CF notre stratégie et CF les points qu'on assume,
c'est que finalement, est-ce le sens de l'histoire? Parce que tu me parlais de comment on imagine les choses après le Covid. Est-ce le sens de l'histoire que finalement d'avoir 10 camions devant la porte d'un lieu, avec des traiteurs qui changent tous les jours, avec des boîtes de technique qui vont changer tous les jours, qui vont ni plus ni moins t'installer du son et de la lumière. Hein, globalement, c'est un peu ça ce que l'on fait dans nos lieux à nous. Hein. On ne parle pas de congrès ou plus généralement d'autres types d'événements, mais les événements que tu connais qu'on organise. Et finalement, il y a aussi une prise de conscience chez les clients, ce sujet-là. Donc, le fait d'équiper les lieux, c'est pas qu'une stratégie, c'est aussi, en fait, ça évite d'avoir 10 camions devant la porte qui viennent, qui démontent, qui remontent, qui viennent des quatre coins de banlieue parisienne dans tous les stocks qui existent. Bon, c'est aussi une façon de contribuer, en tout cas, c'est un point de départ, à la rationalisation des prestataires aussi dans la chaîne de valeur globale. Parce que, évidemment, en la rationalisant, on la contraint, mais à la fois, on la rend plus efficace à certains points de vue, parce que changer tous les jours de prestataire technique dans un lieu, globalement, changer tous les jours de chaises. Moi, à l'époque, j'équipais mes lieux avec des chaises. N'importe quel lieu, je te dis, il y a 10 ans, on avait 10 ans, 15 ans, évidemment, on écrivait une histoire, puis on se disait, OK, on va prendre tel lieu avec telle chaise. Donc, maintenant, les mecs t'expliquaient, non, je veux pas des chaises rouges, je veux des chaises bleues. Et en fait, on renvoyait les chaises, on faisait venir juste des chaises. Aujourd'hui, ce sujet, juste une anecdote, il y a aussi une prise de conscience de la part des clients, et quand on se dit, on a créé un contenu, un décor dans nos lieux, on a choisi des chaises rouges, il y a un moment, les clients, finalement, aujourd'hui, ne sont pas dans une lubie de changer les chaises ou de changer des détails, et au contraire, cherchent le contenu et le maximum de packaging et de prestations clés en main. Et on fait du sur-mesure sur le contenu plus globalement avec les agences qui nous accompagnent et qui accompagnent les clients, mais pas sur assez peu, en tout cas moins qu'avant. Je ne dis pas qu'on le fait plus, c'est pas vrai, mais sur le mobilier, la scéno et ce genre de choses. À un moment, il y a des chaises qui sont là, elles correspondent au décorum. On y va et on fait aussi des économies et on arrête d'envoyer des camions pour livrer des chaises, quoi. La RSE, c'est une prise de conscience globale et c'est ce que tu dis, c'est l'important d'impliquer toutes les parties prenantes. Donc ça va du client, du lieu, Exactement. de tous les prestataires. Et donc ça demande une réflexion globale de déconstruire un peu les habitudes et les modèles qu'on avait. Mais je te rassure, il y a beaucoup d'entreprises qui ont utilisé le Covid pour y penser et c'est très bien. Parce que pour mettre en mouvement toute une entreprise et repenser un peu la manière dont on a l'habitude de travailler, ça prend du temps. Donc déjà, s'il y a une certification en cours, c'est tout ça est work in progress pour un peu toute la filière, mais ça commence à aller dans le bon sens et ça se précise. Donc c'est déjà pas mal. Écoute, on est bien, on est bien. Voyons-le comme ça, effectivement. On est positif, on a entrepris les bonnes démarches, donc ça va dans le bon sens en tout cas. Bon, déjà c'est bien. Exactement. Autre chose qui va arriver très prochainement, Paris va devenir un peu terre d'accueil de plein d'événements internationaux. Donc il y a la Coupe du Monde de rugby qui va arriver, les JO de Paris 2024. Alors vous, en tant que prestataire de lieu, j'imagine que vous êtes aussi très impacté par ce genre d'événements, puisque vous allez très certainement accueillir des événements annexes. Comment vous vous préparez à ça ? Alors oui, à chaque fois qu'il y a des événements sportifs, c'est souvent des événements sportifs, mais des événements tout court, effectivement, on est souvent un acteur qui compte, parce que beaucoup d'agences ont envie de mutualiser beaucoup de choses sur la réflexion de nos lieux. Beaucoup de nos clients, forcément par la notoriété de nos lieux, viennent nous chercher. Pour commencer par la Coupe du Monde de rugby, on a la chance de l'accueillir en France. On est déjà en train de monter un certain nombre de deals avec des sponsors, avec la Fédération française aussi, avec qui on discute. Donc on va monter des événements. C'est pas exactement la même chose, et je te parlerai des JO évidemment après, où là ça va être un immense coup de projecteur sur la ville et évidemment sur beaucoup de nos lieux. Le problème d'une compétition comme la Coupe du Monde de rugby, sans trop nous vieillir, on a fait quelques Coupes du Monde, l'Euro 2016 en France, quelques Coupes du Monde même à l'étranger, où l'équipe de France faisait des parcours importants, et c'est un peu le cas depuis globalement une vingtaine d'années. On a la chance que la France brille plutôt dans ce genre de compétition. En réalité, c'est que les annonceurs attendent aussi les quarts de finale, les demi-finales. Donc, c'est pas ce qui est le plus générateur de business, pour être très franc. Donc, oui, on arrive à faire des super coups sur les quarts, les demi et ou de temps en temps une finale, quand les horaires correspondent, quand on n'est pas totalement dernière minute, parce que forcément, on se qualifie pour la finale en général quelques jours avant. Enfin, quelques jours après, pardon, la demi-finale. Donc, il y a toujours des opportunités, mais ça reste assez épisodique et ça change pas notre projection plus globalement. Par contre, les JO, évidemment que c'est une autre étape. Ça fait
100 ans, je crois qu'on n'a pas accueilli les Jeux Olympiques. Donc, on va avoir un coup de projecteur immense sur toute la ville. Surtout que vous communiquez sur la French Hospitality, donc il y a aussi ça. Oui, mais c'est aussi pour ça qu'on vient nous chercher, parce que beaucoup de nos clients qui ont déjà, je vais t'en parler, réservé de nos restaurants, viennent pas chercher uniquement le restaurant qui est bien placé, même si évidemment il y a toute une cartographie qui est faite en fonction des épreuves, en fonction de la facilité de tous les spots d'hospitalité qui vont être montés pour cette Olympiade. Ils viennent aussi chercher notre savoir-faire sur la restauration et justement sur cette French Hospitality pour venir rencontrer nos expériences, ramener des clients des quatre coins du monde, parce qu'il y a beaucoup de packages d'hospitalité qui sont en train de se monter et commercialiser depuis les quatre coins du monde pour faire venir des gens à Paris. Donc il va y avoir une fourmilière de monde et on essaye d'en tirer le meilleur, tirer le meilleur profit. La première phase, ça a été la compréhension du marché. Pour être très clair, il y a beaucoup, c'est un millefeuille d'acteurs globalement qui entoure Paris 2024. Il y a beaucoup de monde, donc il faut déjà comprendre. C'est déjà été une première étape il y a un an et demi maintenant. Déjà comprendre le sujet, ça a déjà pris un peu de temps parce qu'il fallait faire des bons deals. Le problème de faire des deals 2 ou 3 ans avant, en fait, t'es pas convaincu d'avoir fait forcément ton meilleur deal. De temps en temps, tu as envie de croire que c'est un bon deal et puis finalement 3 mois après, tu as d'autres opportunités. Donc il y avait un vrai sujet de timing. Est-ce qu'il fallait commercialiser nos lieux le plus tôt possible pour être tranquille et rassurer tout le monde? Est-ce qu'il fallait attendre un petit peu pour trouver la bonne façon de faire nos négos? Donc ça a été tout un débat. Nous, on a un partenariat avec Unlocation également, qui est une agence qui est évidemment en France maintenant, mais qui est une immense agence américaine et qui a remporté l'appel d'offres des 3 prochaines Olympiades, donc Paris, Los Angeles. Donc on a un partenariat stratégique avec eux, donc on est très proche d'Unlocation, donc on fait des deals croisés ensemble, ils apportent des clients, on en apporte d'autres. Donc on a déjà commercialisé une bonne partie de nos lieux, mais on a aussi des lieux qui sont encore sur le marché et que l'on espère bien entendu commercialiser, trouver les bons acteurs. Il faut trouver les bons acteurs, les bonnes marques, les gens qui nous suivent aussi dans le projet, parce que dans nos restaurants, on veut aussi vendre de la restauration, pas juste vendre le lieu vide. Dans beaucoup de nos lieux événementiels, on a déjà trouvé quelques acteurs qui vont nous accompagner. Donc, pour être franc, on pensait avoir un peu plus d'avance sur la commercialisation, nous quand même sur une 30aine de lieux. D'accord. Mais la suite du Covid, les budgets, la Coupe du Monde de foot au Qatar, qui a monopolisé beaucoup forcément des stakeholders et des gros sponsors, a mis un peu les choses de côté. Donc, ce que disent des gens un peu plus avertis que moi, mais que j'ai eu la chance de rencontrer pour mieux comprendre le marché des Jeux Olympiques. On accueille en France, mais évidemment qui a lieu tous les 4 ans. C'est qu'en général, les carnets de commandes étaient bien plus fournis, mais que le marché est aussi en train de changer. D'ailleurs, on l'impact aussi dans l'événementiel. C'est que même des grosses boîtes s'y prennent maintenant 1 an à l'avance, là où il y a quelques années, et je pense à Londres, ça a été le cas à Rio, selon les échos que j'avais que j'ai eu ces derniers temps. Donc 2-3 ans à l'avance, maintenant c'est 1 an à l'avance. Donc finalement, ce marché de dernière minute, on attend un peu, forcément ils sont un peu traumatisés. Repartir quand tu investis des millions dans un sujet où tu as encore le Covid qui plane un petit peu au-dessus de la tête, ça renforce le sujet de réserver un peu en dernière minute. Donc ce sujet de dernière minute ne nous a pas aidés. On pensait être un peu plus tôt. Bon, c'est comme ça. Maintenant, on n'a pas de machine à remonter dans le temps. On est content, on a fait beaucoup de deals, mais il en reste à faire. Mais on aborde les choses sereinement là, à l'aube de la dernière ligne droite, parce que finalement, c'est dans une grosse année et ça va passer extrêmement vite. Ça va venir très vite. Exactement. Effectivement. Bon, en tout cas, on a évoqué pas mal de sujets sur Paris Society, mais maintenant j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi, parce que j'aime bien creuser un peu et découvrir mes invités. Ce que je te propose pour finir cet échange, c'est qu'on fasse un petit portrait chinois, mais en mode lieu, que tu nous dises un peu c'est quoi tes lieux préférés. Alors, est-ce que tu pourrais nous livrer ton spot favori pour un déjeuner business ? Il faut que je te dise la raison ou je te dis juste le nom? Ah bah oui, quand même. J'aurais pas dû poser la question. Pour un déjeuner business, Moon. 1, parce que c'est top. D'accord. 2, parce que c'est à côté du bureau. Donc, je t'avoue que j'ai un avantage logistique parce qu'on est juste à quelques mètres. D'accord. Et je crois que c'est un des meilleurs lieux pour faire un déjeuner business. Très bien. On note. Pour un dîner d'équipe? Un dîner d'équipe, Juvia.
C'est juste à côté de Nelcote. C'est pas loin du bureau une fois de plus. Et ça, c'est aussi un sujet. Et pour un dîner d'équipe, je crois que c'est parfait pour faire un truc simple et qui permet de refaire le monde en même temps à travers ce dîner. Ok. Avec l'arrivée de l'été, pour une garden party, on va où ? Pour une garden party, on a beaucoup de lieux, mais moi, je parlerai surtout du village festif. Ça fait longtemps qu'on parle de ça et qu'on est en train de le construire. Ça va être une ouverture. Donc, le village festif à l'abandon de Longchamp, ça sera assurément mon coup de cœur, moi, personnellement, pour la saison qui arrive. Donc, à découvrir. Faut y aller. À découvrir, exactement. Si on veut voyager tout en restant à Paris ? Pour le voyage, c'est parfait, puisqu'on vient d'ouvrir Darmima au-dessus de l'Institut du monde arabe. Oui. Donc, les Marocains sont... les pros de l'hospitalité aussi. Hein. J'ai eu la chance d'aller au Maroc quelques fois et à chaque fois c'est le cas. Donc là, tu as la chance d'aller au Maroc finalement à 10 minutes d'ici, parce qu'au-dessus de l'Institut du monde arabe, on a ouvert un resto super avec Jamel. Donc c'est l'occasion de voyager le temps du dîner. Bon, j'ai pas testé encore, mais je note pour mon prochain voyage au Maroc, au Darmima. Pour un événement avec vue. Pour un événement avec vue, le dernier étage. Oui. C'est un des premiers lieux qu'on a ouvert il y a 2-3 ans, mais je pense que la vue est spectaculaire. Et en plus, ce lieu-là correspond bien à ce que l'on est globalement. C'est pour ça que c'est aussi un de nos flagships. Revisiter un parking, personne n'y croyait. On a investi beaucoup là-dedans. On a créé d'un parking un lieu avec vue. Un lieu dans lequel on fait beaucoup d'événements et beaucoup d'événements très particuliers. Donc, c'est un lieu qui est très important pour Paris Society dans son ADN. Mais pour répondre à ta question avec vue, je pense que c'est le dernier étage. Oui, il est pas mal. Je valide. Un lieu pour faire la fête. Un lieu pour faire la fête, le Piaf. Le Piaf, c'est une institution maintenant. On a ouvert ça très modestement et le groupe en est très fier. Mais je pense qu'un lieu pour faire la fête, pour dîner et pour faire la fête maintenant, parce que ces endroits-là sont de plus en plus mixtes, je crois que c'est le lieu numéro 1 pour faire la fête. Très bien, c'est noté pour ce week-end. Et enfin, ton lieu Paris Society préféré, ton petit chouchou, ça serait lequel ? Parce qu'il y en a plein, du coup. Ouais, il y en a beaucoup, forcément. On a tous un rapport particulier, parce qu'effectivement, c'est un peu... Tu dis petit chouchou, mais certains qu'on a accouchés, certains qu'on a hébergés, d'autres qu'on a reconstruits. Mais pour répondre à ta question, moi, c'est clairement les Folies Grus. J'ai commencé avec la famille Grus il y a une quinzaine d'années maintenant, donc c'est un peu un coup de cœur... parce que c'est un lieu dans lequel j'ai commencé à éprouver les joies et les difficultés de ce métier. Et j'ai aidé modestement à développer ce lieu-là, mais aussi à le développer logistiquement, parce qu'il y a une quinzaine d'années, le lieu ne ressemblait pas au lieu qu'il n'est aujourd'hui. Et avec mon ami et mon frère d'armes, Firmin Grus, on a remonté le lieu petit à petit. Lui a repris les rênes de l'entreprise il y a quelques années. Et on l'a aidé, nous, sur la partie maïs et sur la partie événementielle. Mais c'est la définition même du lieu dans lequel on a du contenu, parce qu'on a un spectacle et on crée tout un truc très fort avec les clients. On a un lieu qui est très grand, donc qui peut faire des gros événements, mais qui à la fois se complète avec des plus petits lieux, parce que c'est un certain nombre de petits lieux en encablure. Donc ça permet les petits événements, les plus gros, un événement avec le contenu, et surtout le plus important, et ça a été d'ailleurs le point de départ de l'irrigation du contenu à l'intérieur de nos autres lieux, c'est qu'on touche le client au cœur, puisqu'on l'amène au milieu de la piste, on l'emmène faire un spectacle, on l'emmène faire participer ses collaborateurs à faire plein de choses. Donc c'est une façon de repenser l'événement et de les accompagner aussi à faire quelque chose dont ils se souviennent. Je pense que c'est surtout ça qui est important et qui, moi, m'a particulièrement marqué et qui m'a aidé à créer d'autres lieux après. C'est essentiel de laisser des souvenirs et de marquer. C'est le côté mémorable de l'événement. Exactement. Et c'est ce qu'on cherche tous. Exactement. Et le lieu peut y contribuer, bien évidemment. Je pense. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Denis. Merci à toi. J'espère que ceux qui nous écoutent ont pris des notes sur tous ces bons plans que tu nous as partagés. Vous retrouverez dans la description de cet épisode tous les bons contacts que tu nous as donnés aujourd'hui pour sortir à Paris, organiser des événements, les nouveaux lieux, les futures ouvertures. Vous retrouverez tout dans la description de cet épisode. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés et suivis. Vous allez découvrir très bientôt des nouveaux épisodes et des nouvelles informations. Merci beaucoup, Denis, et puis à très bientôt. Merci, Agathe, à bientôt. Au revoir.